Merci de nous regarder de partout ailleurs, mesdames et messieurs. Votre indéfectible attachement nous pousse toujours à vous animer ce magazine Savoir Plus. Vous le savez très bien, depuis la nomination de Madame Judith Suminwa Tuluka au poste de Premier ministre congolais, profil et défis. Quels sont ces défis, bien sûr, à relever et les capacités à pouvoir gérer ce pays, d'autant plus que, vous le savez, le pays est confronté, bien sûr, à plusieurs crises, notamment la crise liée, bien sûr, à l'économie. Avec moi sur ce plateau, Norbert Yamba, qui est cadre de l'UDPS. Nous allons évoquer cette question. Norbert Yamba, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Ben, merci pour l'invitation. Ça va la santé ? Oui, ça va. Nomination, déjà d'entrée des jeux, de Madame Judith Suminwa Tuluka, qui est d'ailleurs cadre de votre parti UDPS. C'est la joie pour l'UDPS ou bien pour tout le peuple congolais? Non, c'est pour tout le peuple congolais. L'UDPS, c'est un groupe qui a une vision, qui a un projet, qui a une boussole et qui pense que tout ce que devra faire devra répondre aux besoins réels de notre peuple. Et donc, aujourd'hui que nous avons la majorité à l'Assemblée nationale, les lois de la République voudraient que celui qui a la majorité puisse justement être l'émanation du Parlement et éventuellement assumer le leadership autour de la redevabilité vis-à-vis de ce Parlement. L'UDPS a un peu plus de députés, et voilà, l'UDPS a choisi une dame. Il faut saluer aujourd'hui les champions de la masculinité positive, le président Félix Antoine Tshisekedi, qui n'a ménagé aucun effort, comme pour dire que les hommes comme les femmes ont la responsabilité devant la nation, et que depuis l'indépendance, ça va faire 63 ans, aucune femme n'a jamais été Premier ministre. Mais lorsque nous trouvons une dame qui a des qualités exceptionnelles, qui a la technique, qui a la capacité conceptuelle, qui a les qualités managériales, mais écoute, quoi faire mieux que de la responsabiliser pour que nous puissions avoir une expérience aussi de l'efficacité de la femme. Avant de parler de son profil et également quels sont les défis auxquels elle va d'abord faire face, parce que ce pays est confronté, comme je l'ai dit d'entrée de ce magazine, à plusieurs crises. La guerre, nous en parlons bien sûr, mais la guerre ne peut pas empêcher également à ce que l'économie de la République puisse avoir un niveau. Alors, ici, est-ce que pouvons-nous parler bien sûr de sa nomination? Oui. Est-ce cela relève réellement du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État ou bien ça a été déjà discuté au sein de votre parti? Non, le président de la République a un pouvoir discrétionnaire. Mais lorsqu'il a, ça peut être en amont comme en aval. Si le parti, au travers le secrétaire général Augustin Kabouya, pense, après concertation du secrétaire de la présidence du parti, etc., on peut dire, voilà, nous levons telle option. Mais il va discuter de cette option avec le chef de l'État, qui est censé être l'autorité de référence pour l'UDPS. Et tout compte fait, et tout au finish, c'est madame qui a été choisie, comme l'unité de mesure par rapport à cette prestation, par rapport aux défis qui sont les nôtres pour l'instant. Alors, l'UDPS n'aura plus d'excuses, ça vous le savez, pour ce mandat. Donc, la gestion d'une société, ce n'est pas une gestion mécanique ou mathématique. On a un projet, on a des objectifs du quinquennat, on s'est dit, mais faisons le casting pour que finalement nous puissions avoir des hommes et des femmes qui ont un profil, qui ont un background et qui peuvent véritablement faire quelque chose. C'est ce que j'ai dit, vous n'aurez plus d'excuses par rapport aux réalisations attendues. Il n'y a pas, nous on ne s'est pas excusé sur quoi que ce soit. On ne s'est pas excusé. Quand on a gagné les élections présidentielles en 2018, on a accepté de faire une coalition parce que nous n'avions pas le nombre de députés conséquents, etc. Mais bon, voilà, on y a travaillé et nous avons fait beaucoup de choses malgré les difficultés liées aux douleurs d'enfantement d'une coalition dont certaines personnes n'avaient pas le cœur dans l'ouvrage. Aujourd'hui, nous avons gagné, mais croyez-moi, nous ne sommes pas seuls dans la gouvernance de la République. Certes, nous avons la majorité, mais le casting qui devrait être fait devra répondre à la configuration des différentes forces qui font partie de l'Union sacrée. C'est très important.
Et à l'intérieur de l'Union sacrée, il y en a ceux qui sont pas actifs, qui sont révolutionnaires, qui pensent que le pays peut fonctionner autrement. Mais il y a aussi des gens qui sont encore tiraillés par les habitudes, par le comportement et l'état d'esprit acquis dans les différents systèmes qui se sont succédés. Et donc, nous avons non seulement la responsabilité de bagarrer contre la pauvreté, mais nous aurons également la responsabilité de bagarrer contre les pratiques, les habitudes, les usages qui ont véritablement parsemé le parcours politique de notre pays. C'est très important. Et donc, la dame qui arrive, elle pourra, sur le plan technique, il n'y a pas match. Alors, dites-nous, son profil est-il bien choisi? Vous savez, je ne veux pas vraiment parler du diplôme, parce qu'elle en a. Elle a fait l'économie, et dans une bonne université. Laquelle? L'Université libre de Bruxelles. Et pour autant dire que ceux-là qui étudient ici ne valent rien. Non. Le problème d'université est lié à l'individu. Merci. On peut étudier en Europe, on peut étudier même à Harvard. Il y a des idiots qui sortent d'Harvard. Est-ce un bon profil pour la RDC? Oui, c'est un bon profil, mais je le dis comme ça, pas parce qu'elle a étudié à l'université l'Université libre de Bruxelles, mais parce que je connais la personne. Pour l'avoir côtoyé pendant plusieurs années? Je l'ai côtoyé. Moi, je travaillais dans la filière Banque mondiale et elle travaillait dans la filière du système des Nations Unies. Voilà. Et donc, nous sortons de ces institutions exigeantes. Il faut travailler... Des transparences également. Oui, transparence, redevabilité, etc. sont des critères qui font encore défaut dans la classe politique de notre pays. Et cette dame est capable d'arrêter des objectifs opérationnels, de déterminer les actions, d'en faire une feuille de route, d'exiger une lettre de mission et de faire le monitoring de l'action qui est menée par les différents ministres. Ah bon? Et cette responsabilité de coordination, elle peut bien la faire. Et elle sera en mesure de décharger le chef de l'État dans bien des cas. Parce que, vous savez, le chef d'État est au four et au moulin. Je ne sais pas à quel moment il prend repos. Il travaille tellement beaucoup parce qu'il est forcé de pouvoir convaincre le peuple congolais de résoudre leurs problèmes, etc. Et lorsqu'il y a un petit problème à l'intérieur du gouvernement, s'il y a des gens qui croisent les bras et qui entendent à faire des nominations par des arrêtés des personnes, de leurs copains, copines et compagnie, etc., ça n'aide pas le chef de l'État. Alors maintenant, j'ai dit ceci, oui. Il faut, le pays change avec des réformes. Le pays change avec des réformes. C'est très important. Et les chefs de l'État se battent. Ce n'est pas pour rien que vous avez beaucoup d'agences. Pourquoi il y a trop d'agences qui sont créées? Simplement parce que le chef d'État voudrait qu'il y ait des réformes. Et les réformes transforment le pays. Et donc, il faudrait qu'au niveau du gouvernement, au travers les différents secteurs de la vie nationale, que l'on sente que tel ou tel ministre est en train véritablement de prôner des réformes pour permettre au pays de respirer, pour permettre au pays d'être oxygéné. Ça, on en a besoin. Et aujourd'hui, certainement que Samalou Koundé, le Condé a travaillé, il a démontré de quoi il est capable. Même si son bilan reste discutable sur terre. Hein. Bon, personne n'a fait d'évaluation, mais ce qui est vrai, c'est que... Mais c'est les peuples qui évoluent. Bien entendu, mais attention, quand on évalue, il faut avoir des indices, il faut avoir des indicateurs objectivement vérifiables, parce qu'on risque de dire que bon, il ne nous a pas donné l'eau sur l'entame du territoire sans tenir compte du budget. Voilà. Les indices sociaux annoncent vraiment l'effondrement sur le terrain, parce que lorsque M. Yamba Yamba, lorsque le panier de la ménagère reste toujours au rabais, vous pensez que la population va vous acclamer? Non, mais il faut que la population soit mature. Regardez, cher Ben, la France aujourd'hui, je n'ai jamais cessé de le répéter, a un budget de 350 à 400 milliards de dollars, avec 70 millions de personnes. Mais la France, ça fait des siècles qu'elle a entamé son combat contre la pauvreté. Et lorsque vous regardez la situation en termes de routes, d'infrastructures, il y a toujours des problèmes. Non, il y a un problème, mais il y a en tout cas beaucoup de problèmes ont été résolus. C'est très important. Je dirais au ratant de 70%. Mais malgré qu'on ait résolu les problèmes
au prorata de 70%, la France continue à chercher un budget annuel de 400 milliards de dollars. Mais le Congo a 110 millions de personnes. Le Congo a tous les problèmes à l'état zéro. Parce que le logement, il faut l'organiser, l'éducation, il faut l'organiser. À peine on a pris la décision de pouvoir donner la gratuité aux enfants, il faut donc des infrastructures correspondantes. Encore, hein. Bien entendu, mais quand on ne commence pas, on ne commencera jamais. Et donc, on est dans cette situation où tout est à zéro. Et alors, maintenant, on dit non, la France a 5 ans de mandat, mais le Congo aussi doit avoir 5 ans, simplement parce que, bon, nous nous inspirons du droit gréco-romain. Et ça, c'est trompé d'adresse. Alors, pour revenir à Mme Souminois, vous avez dit que c'est un bon profil pour que la RDC décolle. Moi, la dernière fois que j'ai côtoyé Mme Judith, c'est lorsque elle assume le leadership sur la question de PEDEL 145 territoires. Un projet qui a été initié par les chefs de l'État qui doit pouvoir démocratiser le développement dans tous les coins et recoins de la République. Et qui a été bloqué par un ministre qui est de votre parti, parce que j'ai suivi l'ancien ministre du Plan, M. Mondo Simba Christian, qui a dit que c'est le ministre des Finances qui a bloqué tout. Bon, là aussi, il faut éviter des affirmations gratuites. C'est lui qui l'a dit. Parce que le ministre des Finances, on peut tout dire, mais un ministre des Finances ne peut pas être aimé. Parce qu'il gère l'abondance dans l'insuffisance. Il y a tellement de problèmes que les moyens sont limités. Et donc, il impose une certaine priorité. S'il ne le fait pas... C'était un programme prioritaire. C'est un programme. Mais attention. Ouais. Bien, si c'est prioritaire, vous savez c'est combien ça représente ? 1,660 milliard de dollars. Bien sûr. Et alors, maintenant la sécurité, est-ce que vous savez la moyenne mensuelle pour affecter de l'argent au front, la guerre dans l'Est de notre pays, vous savez c'est combien? Est-ce que vous savez le coût qu'il faut faire pour payer tous les fonctionnaires de la République? Vous savez le coût, ce que cela représente en termes d'infrastructure? Et si dans l'hypothèse on dit, on débloque 1,660 milliard du coût, on va avoir cet argent où? Sur cela, nous avons dit, et pas besoin de le répéter, qu'il nous faut 16 milliards. Ça, ce sont des moyennes statistiques. Il faut mobiliser ces ressources. Et la corruption a élu domicile aussi dans notre pays. On mobilise l'avènement de l'UDPS au pouvoir. Non. Ça, il faut le dire. Non. Parce que c'est vrai, il y avait de la corruption, mais de votre temps, en tout cas, c'est pire qu'avant. Non. L'UDPS est au pouvoir depuis quand? L'UDPS est au pouvoir. C'est pourquoi il faut rationaliser les choses. C'est la 6e année. La 6e année, en fait, attention, il y a le président de la République qui a été élu sans avoir la majorité parlementaire. Et il était obligé de faire la coalition. Donc pour vous restez en bloc les mandats passés? Les mandats passés, on n'avait pas le monopole de la décision stratégique. C'est vrai, on ne parle pas de la politique ici, mais la politique résume tout. Mais non, mais il faut éviter... Vous arrangez derrière l'idée de votre secrétaire général qui a dit devant les militants de l'UDPS que ce n'est pas le dernier mandat. C'est ce que vous voulez insinuer par là? Oui, le parti politique, c'est quoi? C'est un groupe qui est appelé à conquérir, exercer et conserver le pouvoir le plus longtemps possible. Dites-nous, qu'est-ce que Mme Souminois a laissé au ministère? Non, parce que cette question que vous posez là, du secrétaire général, qui de bonne foi a estimé que nous devons travailler dur pour que nous puissions conserver le pouvoir en demandant le suffrage de notre peuple. Mais ça ne veut pas dire qu'il met en exergue un individu, futur chef de l'État, etc. Si les lois de la République le permettent, tant mieux. Si les lois de la République ne le permettent pas, pourquoi on doit en faire, on doit chercher une pièce de rechange? Et le parti devra véritablement tenir le coup par rapport à ça. Souminois, qu'est-ce qu'elle a laissé au ministère du Plan? Écoutez, le ministère du Plan, c'est donc un ministère qui s'occupe du projet de la République. Le projet de la République suppose l'ensemble de réponses aux différents problèmes programmés dans les 5 ans. Et nous avons le PNSD, le Programme National de Développement, qui est disponible. Nous avons également, dans chaque ministère, etc., il y a des programmes sectoriels. Et la responsabilité du ministère du Plan,
c'est de voir, de construire la cohérence mathématique entre les objectifs du gouvernement, repris dans le programme national de développement, et les objectifs, les micro-projets, qui doivent être en cohérence, qui doivent être en interaction dynamique. Si la cohérence n'est pas ressortie, c'est que tout le monde ne concourt pas vers véritablement le développement de la République. Et lui, il est là pour annoncer l'alerte, pour dire ici ça va, ici ça ne marche pas, il faut un recadrage. C'est ça le rôle du ministre du plan. C'est un coordonnateur de tous les projets. De tous les projets, c'est pas lui qui va travailler sur le terrain. Chaque ministère a ses projets et il regarde les relations entre ces différents projets sectoriels et les objectifs que le gouvernement s'est assigné pendant 5 ans dans le grand programme national de développement. Les défis sont énormes. Est-ce que sera-t-elle à même de pouvoir donner des solutions, surtout pour ce qui est des relèvements de l'économie congolaise? Vous savez, il y a un problème. Nous avons toujours fait des débats dans notre société, que ce soit au niveau des partis politiques. Je regarde, ça me dérange quand je regarde la télévision, etc. Les gens sont dans la guéguerre extrême. Mais on ne pose pas, on ne fait pas des débats sur la pauvreté. Parce qu'en réalité, chaque gouvernement a la responsabilité de travailler pour que finalement on puisse abattre la pauvreté dans notre pays. Mais ce débat-là n'est pas internalisé dans la classe politique. Heureusement pour nous, nous avons invité pour... bien entendu. Et donc, et c'est là justement la difficulté, et c'est là justement également les techniciens comme Nicolas Kazadi, dont on parle de manière divergente, Madame Judith, etc. Ils sont très stricts par rapport à ça. C'est-à-dire que quel est le projet qui impacte naturellement la population et quels sont les moyens disponibles? Comment on fait pour monitorer, pour suivre l'implémentation? Vous voyez? Et ces gens-là ont la technique. Et la technique ne se négocie pas. Et la force de Madame Judith, c'est cette capacité de savoir que la programmation a été faite dans tel ou tel secteur, il y a eu telle feuille de route, et elle est capable de lire la feuille de route et d'interpeller tel ou tel ministre pour dire, voilà, vous avez prévu ceci, en ayant tel délai, vous auriez pu réaliser. L'argent qui a été débloqué, bon, ça a été. Il en reste combien, etc. Pourquoi les soldes? Pourquoi ce qui était prévu dans telle date n'a pas été réalisé? Cette dame est capable, mieux que quiconque, pour faire véritablement ce travail. Pour l'instant, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Et donc, mais si elle fait le casting, encore que les hommes politiques de l'Union sacrée qui vont donc donner des candidats, soient aussi sérieux et sincères. Parce que notre pays a un grand défi. Il y a la pauvreté la plus abjecte. Et nous devons combattre la pauvreté. C'est comme ça que vous avez entendu, le gouvernement Sama Lukonde a été un gouvernement de warriors. Warriors, ce sont des guerriers. Les gens qui combattent, qui ont les armes à main pour abattre la pauvreté. Et la dame connaît les secrets pour abattre la pauvreté. Parce qu'il a travaillé dans une institution exigeante. Il a travaillé au ministère du Plan, où se trouvent tous les projets. Il sait pourquoi tel ou tel projet n'a pas marché. Il sait capitaliser véritablement ces différentes expériences et les rendre opérationnelles à travers les personnes ou les personnels qu'il aura à sa disposition. Donc, bref, pour vous, elle a toutes les capacités pour répondre tant soit peu aux problèmes économiques. Le président Tshisekedi disait, et je parle là d'Étienne Tshisekedi, des restes mémoire, que nous avons deux guerres. Il y a la guerre d'agression qui a fait beaucoup de temps à l'est de notre pays. Et il y a aussi la guerre contre les comportements, les habitudes, les attitudes, etc. Nous avons un peuple, nous avons une classe politique qui ne correspond pas à la dynamique de lutte contre la pauvreté. Il y a trop de douleurs d'enfantement. Et donc, la responsabilité de Mme Judith, certes, elle a la technique, elle a les qualités managériales, elle a les qualités de monitoring, mais le problème se posera au niveau de l'élite politique. Et là, la collaboration immédiate, très serrée, de proximité avec les chefs de l'État sera de mise. Surtout qu'elle va faire face aux chefs de partis politiques qui voudraient mieux
en tout cas, s'imposer pour se retrouver dans les gouvernements. Tout à fait, ils vont s'imposer et c'est la logique qui est la plus simple. Ils ont des députés, voilà, on n'a pas de choix. Mais là, j'aimerais que le président de la République, qui est très pudique, il n'est pas de nature à faire des choses parce que lorsqu'on présentera les différents candidats, Madame Judith, qui a participé plusieurs fois dans la sélection, n'est-ce pas, des personnes à la recherche de l'embauche, pourra examiner naturellement les critériums, déterminer les critériums, donner les scores à chacun candidat, et que sur la liste de chaque groupement politique, que l'on présente 2, 3, 4 personnes. À ce moment-là, on peut, au regard du ministère qui se leur sera attribué, si la personne a des qualités pour assumer avec compétence tel ou tel ministère. Ça, il faut que mais il faut que tout le monde paye le droit à la contestation pour dire, maintenant ou jamais, nous avons Tshisekedi comme fils de prédilection pour changer ce pays. C'est maintenant ou jamais que nous pouvons nous investir pour qu'effectivement des hommes et des femmes de qualité viennent dans le sens de pouvoir changer notre pays. Mais qualité, ce n'est pas le fait des diplômes. Qualité, c'est la probité intellectuelle, la probité morale, l'intégrité, et l'amour du travail, l'engagement, la détermination et la connaissance de défis et des problèmes qui sont les nôtres. Ça, on en a besoin. Et ces gens sont très rares, il faut savoir les fouiner, les chercher partout ailleurs pour que finalement on puisse réussir le Mais on le sait très bien, même si vous allez poser des conditions, j'allais dire, mais il y aura toujours des contestations. C'est ça le problème, les bémols avec vous qui êtes politique congolais. C'est vrai, vous êtes technocrate, mais est-ce que la chance va vous sourire pour que les technocrates comme vous puissent se retrouver dans ce gouvernement? Bon, ça dépend, mais écoutez, lorsque nous parlons comme ça, nous apportons une contribution. Beaucoup d'autres vont dire, écoutez, bien que ça n'aille au diable, etc. Tant mieux. Mais le moment est arrivé et le chef d'État doit prendre des décisions courageuses. Courageuses, pourquoi? Parce que tout reviendra sur lui. C'est lui qui fera la comptabilité de ses prestations. Et donc, premier mandat, certainement que beaucoup déjà ont eu la possibilité d'occuper telle ou telle responsabilité. Et les gens ont tendance à se dire, mais écoute, le président a dit, il va corriger les erreurs d'hier. Attention, les erreurs d'hier, c'est pas le fait de dire que tel saut est mauvais. Non. Les erreurs d'hier supposent que le président de la République, c'est la première fois qu'il assumait les fonctions du président de la République. C'est le moment où il a découvert les hommes, il a découvert les problèmes, il a découvert le défi, il a découvert le terrain. Et il sait comprendre à ce deuxième mandat les tenants et les aboutissants et prendre des décisions stratégiques qu'il n'aurait pas pu prendre lorsqu'il était au premier mandat. Donc il a la connaissance des hommes, il a la connaissance des problèmes, il a la connaissance et la capacité de prendre des décisions stratégiques. C'est ça, connaître les erreurs d'hier. Beaucoup pensent que le président lui-même ne sait pas où appuyer pour que l'économie puisse se relever. Non. Sinon, il n'aurait pas pu prendre une décision sur le fonds de garantie pour créer une pépinière d'entrepreneurs. Parce que, écoute, l'économie, c'est quoi? C'est la production, c'est la transformation, c'est la consommation, c'est la commercialisation, etc. Donc, une économie sans production, sans transformation, c'est une économie morte. Et le président a dit, mais écoute, il faut disposer d'un fonds de garantie, justement parce que des jeunes Congolais ont des projets bancables et il faut les soutenir pour que finalement nous ayons une pépinière, un germoir de millionnaires. C'est vrai que excusez. Et ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il y a une décision qui a été prise justement pour avoir un fonds de développement rural. Ce qu'on a appelé autrefois la Banque de crédit agricole. Vous voyez, et cette banque-là va permettre naturellement à pouvoir soutenir des exploitants agro-industriels ou des exploitants agricoles. Et en dehors de ça, la zone économique spéciale, c'est quoi finalement? C'est susciter l'intérêt des investisseurs qui viennent, on joue sur l'exonération, c'est pas des taxes, et on leur permet véritablement d'investir dans notre pays, dans une sorte d'incubateur. Et puis bon, on extrait, et on transforme, on commercialise, on crée une chaîne de valeur ajoutée. Ça, ce sont des idées qui sont sorties véritablement. Et le président de la République a dit, il faut numériser tout ça.
Il y a toute une agence à la présidence, naturellement, qui parle de la numérisation. Il y a même un ministère qui s'occupe du numérique, etc. Donc, tous ces éléments faisant combine montrent très clairement qu'il y a une vision claire pour redorer ou renoncer, redémarrer notre économie. Et le problème, c'est que quand vous les énumérez, en tout cas, c'est bien beau de l'entendre, mais sur terrain, il n'y a pas une application, on ne sent pas ça dans les chefs de la population congolaise. Hier, vous savez, il y a eu un code minier, il y a eu un code forestier. Les discussions se font. Il y a eu un contrat avec les Chinois. J'ai entendu que nous avons gagné c'est pas des avancées spectaculaires par rapport à ce contrat et nous avons bénéficié pas mal de choses, etc. Ce sont des choses qui se font. Ce travail-là n'est pas hasardé. Ce sont des gens qui travaillent dans les laboratoires chaque jour, etc. et qui donnent des résultats. Certainement que le français a été très béant, a été très très grave, au point où lorsqu'on fait des histoires, on pose des actions pour redémarrer la situation, ça ne peut pas se ressentir d'un coup. Mais il faut savoir poser le premier pas, et le premier pas a toujours été le plus long. C'est ça justement le travail du président Tshisekedi, c'est de revenir aux normes, c'est de réencadrer, de revenir sur les rails. On a déraillé, il faut revenir sur les rails. Mais ne demandez pas quelqu'un qui doit se battre pour revenir sur les rails, et comme si véritablement les choses étaient sur les rails et qu'il n'était pas disposé à pouvoir transformer ces donc questions. Vous croyez à ce que le régime, votre régime bien sûr, va faire développer ces pays sur le plan économique? Parce qu'en tout cas, l'économie congolaise, ça laisse à désirer. Oui, l'économie congolaise est en détresse. Parce qu'en réalité, nous avons connu un système hérocentriste. Le système hérocentriste, c'est un système qui est basé sur l'exploitation de la périphérie par le centre. Ça, c'est Samir Amin qui l'explique très bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait le système économique que nous avons qui a été mis en place dans notre pays est extraverti. Tout doit tourner vers l'extérieur. Et si tout doit être tourné vers l'extérieur, c'est donc à l'extérieur qu'il y a des industries. C'est à l'extérieur qu'on amène le brut de chez nous. C'est à l'extérieur qu'on transforme, qu'on produise des richesses. C'est à l'extérieur qu'on crée des emplois. Chez nous, rien du tout, parce qu'il n'y a que des usines d'extraction. C'est cela. Et donc, si vous voulez véritablement promotionner l'économie de la République, il faut travailler sur le système éducatif, et un système qui produit des technologies. Ces technologies favorisent la création des industries, et ces industries vont devoir transformer nos ressources naturelles, et on met en place un système de gouvernance qui permette véritablement qu'il y ait des affectations rationnelles. Ça, on en a besoin. Et c'est la responsabilité du président Tshisekedi. Je ne vois pas quelqu'un qui aurait pu avoir la confiance de notre peuple aujourd'hui si ce n'est pas ces messieurs-là. Donc, moi je crois, et je continue à croire, qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous devons avoir des hommes qui croient à changer. Pas des hommes qui veulent augmenter le nombre de maisons, augmenter le nombre de maîtresses, c'est ça le problème, comme vous le savez. Et bien entendu. Et c'est comme ça que... Les hommes qui viendront faire rapport à leur parti politique. Bien entendu. On peut faire un rapport à leur parti politique, mais nous avons un objectif commun. Le gouvernement que nous mettons en place, c'est un pacte républicain. Sauvons la République. Nous sommes dans une vision, dans une philosophie politique. Et la philosophie politique suppose que, comment faire pour sauver la République? La République connaît une défaite depuis 6 décennies. Et alors maintenant, il faut la remonter. Et pour la remonter, on a besoin d'avoir un leadership transformationnel. Et ça, c'est ce qu'il dit. Un leadership qui prône l'intégration africaine. Et il disait à un moment, il dit, je suis d'accord avec l'État fédéral d'Afrique, etc. Mais renforçons au niveau des régions. S'il y a 5 régions, travaillons pour construire des interactions, des passerelles entre les différents pays, etc. Parce qu'on peut tout changer, on ne sait pas changer la géographie. Rares sont de pays qui changent d'adresse. Alors travaillons avec les voisins de manière de construire des synergies gagnantes. Ça, c'est sa vision. Mais les gens ont tendance à dire, mais pourquoi il a négocié avec tel? Pourquoi il a négocié? Il faut que l'homme politique aussi fasse des efforts pour apprendre, pour travailler dur, de manière à chercher des alternatives innovantes dans la perspective de promotionner notre société. Et si vous étiez demandé de donner conseil à la première ministre pour s'attaquer à certains problèmes qui sont prioritaires pour les besoins primordiaux de la population? La plus grande chance que nous avons aujourd'hui, c'est que le président de la République a réussi à drainer les leaders majeurs de notre pays dans un groupement politique qui s'appelle l'Union Sacrée.
C'est cette coalition qui est formée à l'Assemblée. C'est cette coalition qui va dégager, qui a dégagé, et naturellement, Madame la Première ministre. Alors, pourquoi ce consensus? Ce consensus, c'est autour véritablement de l'avenir de notre pays. On fait l'objet des rigolos, on fait l'objet des mépris, des méfiances totales en Afrique ou à travers le monde. Il semble que nous ne sommes pas responsables. C'est maintenant ou jamais. Chaque homme politique doit se sentir responsable. Beaucoup ont gagné leur vie. Ils ont tout ce qu'ils peuvent avoir. Certainement que la bonne n'est nulle part. Quand cela ne tienne, les personnes qui doivent véritablement aller dans la direction de pouvoir occuper des responsabilités doivent être des hommes et des femmes qui ont la présomption de probité morale. De probité morale. Et deuxièmement, de compétences techniques, conceptuelles, humaines, communicationnelles. Et troisièmement, être humble et savoir être à l'écoute. Parce qu'on ne peut pas avoir des conseillers. On ne peut pas avoir une équipe autour de vous et vous ne pouvez pas vous inspirer de cette équipe-là. Vous ne mettez pas au maximum en branle cette équipe-là pour être utile. Merci beaucoup, donc, Norbert. Je sais que madame sera confrontée à cette difficulté, mais elle a des capacités qu'elle peut traverser sans difficulté. Et le président l'aidera pour qu'elle arrive naturellement à avoir une équipe homogène en termes de définition des objectifs, homogène en termes d'internalisation des objectifs du quinquennat. Et cette homogénéité va aussi poser la question de la virginité de la classe politique. Merci beaucoup. Essayons un peu, on verra ce que ça va donner. Nous terminons par là. L'UDPS en fait des trop. Aujourd'hui, la dette publique a franchi la barre de 10 milliards de dollars américains. Quand vous entendez ça, vous qui êtes technocrate, ça vous fait la honte? Quelle honte! Quelle honte! Oh là là! C'est comme ça que l'école de Makada Kaboubi, je demande au chef de l'État peut-être s'il peut m'écouter, qui me donne cette école. J'ai moi créé un centre de formation panafricaine. Je n'ai vraiment pas de moyens. Mais j'aurais voulu que les hommes politiques, les opérateurs économiques, les journalistes que vous êtes, etc., puissent être soumis à un lavage de cerveau, justement pour comprendre un certain nombre de choses. Les États-Unis, qui est la plus grande puissance du monde, puissance économique, puissance militaire, etc., puissance commerciale aussi. Un peu rapidement. Les États-Unis ont une dette qui est l'équivalence de son produit intérieur brut. Les États-Unis ont 22 000 milliards de produits intérieurs bruts. La dette extérieure, c'est de 18 000 milliards. 18 000 milliards. Et le Congo n'a que 10 milliards de grâce, avec des potentialités qui correspondent au 1/3 de richesse du monde. Mais on n'a rien pris. Par rapport à son budget aussi. Eh bien, nous, ce n'est pas un problème de budget. C'est un problème de casting, un problème de recherche, des mécanismes pour générer des ressources. Aujourd'hui, on parle du partenariat public-privé. Nous avons des ressources. Regarde, à retour, vous avez la guerre. Qu'est-ce qu'on cherche là-bas? Ils cherchent, c'est pas l'énobium. L'énobium entre dans la fabrication de fusées, dans la stabilisation de fusées. Merci beaucoup. Et un fusée, ça coûte combien? C'est 10 milliards de dollars. Si nous avons, n'est-ce pas, quelqu'un qui puisse nous aider et qu'on puisse transformer ensemble l'énobium pour qu'on puisse vendre, combien d'argent nous aurons et comment nous ne ferons pas des affectations rationnelles pour aider notre peuple à retrouver son compte. Merci beaucoup, Norbert Yamba. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Mesdames et messieurs, vous étiez nombreux à nous regarder de partout ailleurs. Merci de votre indéfectible attachement. Savoir plus, c'est très prochainement sur votre télévision.